On est plus au large, ça va mieux. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je regarde, je pense que toutes les personnes annoncées doivent être présentes. Est-ce qu'on est prêt pour la retransmission? Oui. C'est OK? Parfait. Ben, écoutez, je vous propose d'ouvrir cette deuxième séance du Conseil municipal de l'année 2023. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je salue les personnes qui veulent bien suivre ce conseil municipal dans la salle d'une part, pour le public, et puis sur la retransmission en direct sur les réseaux sociaux d'autre part. Donc, je vous confirme que nous avons déjà eu des signalements, des difficultés techniques qui peuvent apparaître sur la retransmission de ce conseil municipal, notamment en ce qui concerne le son. Alors, il y a des choses qui nous échappent, d'autres un peu moins. Je vous rappelle avec insistance que lorsque vous prenez la parole, de le faire après que votre micro se soit allumé. On va essayer d'être efficace, hein. Il ne peut pas y avoir plus de 2 micros éclairés simultanément, mais je pense qu'avec un petit peu de rigueur et de discipline de chacun, on devrait y parvenir. Et ça devrait faciliter le confort de l'audition pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou même en différé a posteriori sur notre site internet. Ceci étant dit, donc comme à l'habitude, je désigne Pierre-Julien Marais pour être notre secrétaire de séance et je lui demande de bien vouloir procéder à l'appel nominatif des membres du Conseil. François Driol. Présent. Marc Monteux. Présent. Nicole Bruel. Présent. Éric Vaucanson. Présent. Hélène Fabre. Présente. Cyril Chapeau, pouvoir à Hélène Fabre. Céline Montagnon. Présente. Carlin Corvaya. Présent. Michel Ducreux. Présente. Muriel Spada. Présente. Pascal Gallonnet. Présent. Noélia Séguin. Marie-Claire Grange. Présente. Pascal Dumazet. Présente. Isabelle Bois-Cartal. Présente. Stéphane Faveriel. Présent. Emmanuel Robert. Présent. Ludovic Magalaès. Présent. Leïla Kebrara, pouvoir à Isabelle Bois-Cartal. Marie Montefranc. Présente. Niazi Kara, pouvoir à Pierre-Julien Marais. Morissette Moine, pouvoir à Ludovic 7. Ludovic 7. Présent. Catherine Sorgy. Présente. Pascal Campégia. Présent. Baptiste Pépin. Présent. Bernadette Ponson. Présente. Jennifer Rodriguez. Présente. Merci. Donc, les conditions de quorum étant réunies, ce conseil municipal va pouvoir se tenir dans de bonnes conditions réglementaires. Donc, on va mettre à l'écran l'ordre du jour qui a été transmis. Auparavant, oui, je vais vous demander de bien vouloir approuver le procès-verbal de la séance du 6 février 2023. Y a-t-il des questions par rapport à ce procès-verbal? Pas de questions. Je mets aux voix donc qui s'oppose, qui s'abstient. Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Et donc, nous allons passer à l'ordre du jour qui comporte aujourd'hui 7 points. 8, pourquoi 8? Ah oui, autant pour moi. Si je vais y arriver. Donc 8 points concernant pour les 5 premiers les finances et le personnel, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour le deuxième, l'attractivité et l'animation événementielle concernant une convention de partenariat avec l'EHPAD. Et puis les 2 derniers points concernent pour le point 7, jeunesse, éducation, citoyenneté. Là aussi, il s'agit d'une convention d'objectifs de financement. Et enfin, le dernier point portant délibération concerne le patrimoine immobilier et est relatif à des autorisations d'urbanisme qui concernent des travaux sur la commune. Ensuite, nous aborderons quelques points à d'ordre divers. On verra ça en fin de conseil. Et donc, sans plus attendre, s'il n'y a pas de remarques particulières, on va aborder le premier point soumis à délibération. Donc, je pense que c'est encore dans les mémoires, bien évidemment. Au début du mois de février, la Turquie et le nord de la Syrie ont subi un séisme de magnitude 7,8 qui a généré de très nombreuses victimes. Alors évidemment des personnes décédées en grand nombre, de l'ordre de 50 000. Le nombre de blessés estimé pour ce qui concerne la Turquie est supérieur à 100 000 personnes. Évidemment, au-delà des personnes blessées, des personnes décédées,
de nombreuses personnes sont impactées dans leur vie quotidienne par ce séisme et les conséquences graves de cette catastrophe naturelle. La solidarité internationale s'est déclenchée en masse. Il nous est apparu important que la ville d'Andrézieux-Bouthéon s'associe à cet événement, dans la mesure aussi où, vous le savez, une importante partie de notre population est d'origine ou de nationalité turque, et un certain nombre de nos habitants, de nos résidents, ont de la famille qui a été directement ou indirectement concernée par ce séisme. Et puis, d'une manière générale, voilà, les politiques de solidarité sont portées par notre commune. Il paraissait assez logique de le faire en la circonstance aussi. Alors, vous le savez, on l'avait déjà fait pour ce qui concernait les opérations d'assistance aux victimes en Ukraine. Nous avons le relais de l'association de l'organisation non gouvernementale des pompiers humanitaires français, dont le siège se trouve à ce jour à Saint-Étienne, qui a engagé dès les premiers jours du sinistre une équipe d'observation et de secours médical et d'assistance. Cette équipe a pu, sur place, d'une part, participer à la mise en place des dispositifs de secours et d'assistance, et d'autre part, fournir et laisser une importante quantité de matériel mis à disposition des organisations locales et des structures de secours locales. Donc, dans l'urgence, et parce que nous ne pouvions pas confirmer cette décision sans avoir l'accord de l'ensemble des membres du conseil municipal, nous avions envoyé un mail à tout le monde pour évoquer cette proposition. On n'avait eu aucun recours négatif. Et aujourd'hui, il s'agit donc de formaliser ce soutien que nous avons fixé à 5 000 €, qui, je tiens à le dire, est d'ores et déjà consolidé sur le terrain, puisque d'importantes quantités de matériel médical, mais aussi de matériel d'assistance de type groupe électrogène ou des choses comme ça, a été laissé sur place. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette validation, finalement, a posteriori, qui vous est proposée aujourd'hui. Je suis prêt à y répondre. Monsieur Seth, ouais. Je vous en prie. Donc, moi, cette initiative, bien sûr, va dans le bon sens. Après, en tant que territoire, vous dites que c'est localisé sur Saint-Étienne, le siège social. Et puis, comme on est inscrit dans un territoire bien plus large que notre périmètre communal, moi, j'aurais trouvé aussi plutôt profitable que ce soit Saint-Étienne Métropole qui porte cette initiative, de telle sorte que ce soit le territoire qui soit représenté avec une somme en plus conséquente au profit des sinistrés de Turquie. Il ne vous aura pas échappé que c'est pas, voilà, que j'ai pas suffisamment de responsabilité à Saint-Étienne Métropole pour décider de ce type d'initiative. Il faut quand même savoir que la ville de Saint-Étienne est engagée tout au long de l'année et d'une manière régulière aux côtés de pompiers humanitaires français, d'abord par la mise à disposition de locaux d'une part, et puis par des aides financières. Je crois savoir, avoir vu sur les réseaux sociaux, que d'ailleurs sur cette catastrophe, la ville de Saint-Étienne s'est engagée. C'est vrai qu'au niveau de métropole, ce n'est pas quelque chose qui a été proposé. Chaque commune a l'attitude de faire à ses niveaux, et il n'est pas dans... Je n'ai pas connaissance d'antécédents au niveau de Saint-Étienne Métropole sur des engagements d'aide humanitaire de cette nature, alors qu'à contrario, vous le savez, je sais bien ce qui se passe à Saint-Étienne depuis plus de 20 ans, et c'est quasiment systématique à l'échelle de Saint-Étienne d'être engagé sur ces aides aux populations. Voilà, alors, votre vœu est pieux, va dans le bon sens. Je ne le désapprouve pas, mais voilà, je n'ai pas la maîtrise de ce genre de choses, alors que l'engagement de la ville d'Andrézieux-Bouthéon, c'est à moi de le proposer, c'est ce que je fais ce soir. S'il n'y a pas d'autres remarques, je mets aux voix qui est contre cette subvention, qui s'abstient. Parfait, ben merci pour les populations sinistrées, puis merci aussi pour les pompiers humanitaires français qui ont évidemment besoin de ce soutien matériel et pour poursuivre leurs actions, qui, j'insiste, là, j'insiste aussi peut-être là-dessus. La LED, elle est ciblée, elle est sur cet événement. À côté de ça, chacun, d'ailleurs, à titre individuel, a la possibilité de contribuer au fonctionnement des pompiers humanitaires français qui ont des actions tout au long de l'année à destination d'un certain nombre de pays
en voie de développement ou en situation de détresse d'une manière plus récurrente. Je propose de passer au point numéro 2, qui concerne les taux d'imposition des taxes directes locales 2023, taxes foncières, propriété bâtie, taxes foncières non bâties pour les résidences principales et pour les résidences secondaires. Mais M. Monteux va vous expliquer tout ça. Oui, donc dans notre séance qui avait lieu en décembre 2022, et notamment à l'occasion du vote du budget, on avait eu à se prononcer sur la fixation des taux, et notamment donc des taux taxes foncières bâties et non bâties. À l'époque, on ne s'était pas interrogé sur la taxe d'habitation, sur les propriétés, donc sur les résidences secondaires, puisque déjà les résidences principales depuis 2020 étaient donc bénéficiaient d'une exonération qui a été effective totalement en 2023. Et donc les services de la préfecture nous a informé qu'à partir donc de l'année 2023, il y avait la possibilité, donc il n'y avait pas la possibilité, il fallait que les taux de taxes d'imposition sur les habitations résidences secondaires soient fixés donc en même temps que les autres taux. Comme on avait voté ces taux, aujourd'hui on a à revenir sur cette délibération et à la compléter en votant un taux pour les taxes d'habitation sur les résidences secondaires qu'on vous propose d'appliquer à hauteur de 7,08%. Ce qui correspondra à l'augmentation qu'on a émise donc sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour respecter une logique par rapport à ces taux. Pour votre information, au niveau des résidences secondaires, c'est vrai qu'on n'est pas quand même une ville qui accueille, enfin on ne pensait pas qu'il accueillait beaucoup de résidences secondaires. Toutefois, donc au vu des éléments qui nous ont été communiqués par les services fiscaux, on a 291 locaux qui sont taxés donc à ce titre, qui seront taxés en 2023 à ce titre, et donc 106 maisons et appartements, le reste étant des dépendances pour 185 dépendances attachées à ces propriétés. Pour plus de clarté et puis pour la décision, il y a une base qui représentera 295 000 euros, et ce qui représente donc une recette de environ 28 000 euros. Donc il vous est proposé de compléter notre délibération prise et en reprenant l'intégralité des taxes à fixer et leur taux donc pour le foncier bâti à 30,09, pour le foncier non bâti à 30,02 et pour la taxe d'habitation exclusivement sur les résidences secondaires à 7,08%. Y a-t-il des remarques ou des questions? Monsieur Sey. Oui. Donc, c'est une régularisation. Alors, je ne comprends pas bien pourquoi, mais on va renouveler notre décision d'être contre ce dispositif. D'abord, vous l'avez dit, je le répète aussi, on est une commune pas forcément bien riche au niveau de la population. Mais on est une commune riche de par ses entreprises. Donc la majorité de nos recettes viennent principalement des entreprises. On a eu une période Covid, on a eu une hausse des tarifs de l'essence, on a eu une hausse de tarifs des énergies, il y a l'inflation qui nous tombe dessus. Et boum, on a le droit à une augmentation des taxes foncières. On a le droit à la prime, alors ça c'est au niveau de SEM, mais qu'on va payer, la fameuse subvention, enfin la prime AGFI, comment elle s'appelle? AGPI, voilà. GEMAPI, pardon, excusez-moi, qui est facultative et que chaque année SEM revote. La taxe des ordures, dont vous êtes le vice-président, boum, encore une petite louchette supplémentaire. Donc quand on empile tout ça, voilà, ça fait beaucoup. Donc aujourd'hui, nous, j'ai oublié une chose, c'est au niveau des emprunts, parce que non seulement vous augmentez toutes nos taxes, mais en plus, vous empruntez. Donc je trouve que ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, on va voter contre. Que vous votiez contre, c'est cohérent. Vous aviez déjà voté contre il y a un mois, rien n'a changé. Donc, je trouve ça dans l'ordre des choses, vous votiez contre.
Après, je ne sais pas si tu veux réagir sur les emprunts, peut-être. Ah ben, alors, là, moi, je trouve cohérent que vous votiez contre. Par contre, ce que je trouve pas cohérent, c'est votre discours sur les emprunts, puisque la dernière fois, vous aviez vous-même relevé que notre commune n'était pas assez endettée et qu'on devrait avoir plus recours à l'emprunt. Donc, si vous voulez, ça va plus dans la même ligne. Mais bon, j'en fais abstraction, sachant que là, on vote. Bon, c'est vrai que c'était simplement, c'est sur donc une régularisation sur la taxe sur les résidences secondaires. Hein. Donc, je crois qu'on a eu le débat au niveau des orientations budgétaires, on s'est expliqué, on a expliqué les hausses, parce qu'on ne va pas relancer tout le débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu en novembre. C'était simplement pour répondre à cette observation un peu, qui me semble un peu hors contexte ou dans un nouveau contexte. Eh ben, moi, je permets de faire quand même cette remarque. Alors, sur les emprunts, oui, j'ai toujours demandé à ce qu'on puisse emprunter si on n'était pas en capacité de subvenir à nos besoins en termes de financement d'investissement. Je l'ai dit, lorsqu'on avait des taux à quasiment zéro. Donc, ce que j'aurais préféré, moi, c'est qu'on emprunte au moment où ces taux-là étaient ridicules, voire négatifs dans certains cas. Je ne sais pas si pour la commune c'était le cas, mais en tout cas des taux qui sont bien moindres qu'aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça a été un peu bizarre, si vous voulez, d'emprunter quand on n'en a pas besoin. Je connais personne qui va emprunter de l'argent pour... Nous, on ne peut pas replacer derrière. Donc, on aurait emprunté de l'argent, on aurait gardé de la trésorerie, on aurait mobilisé des sommes pour rien. Mais vous savez très bien que quand il y a pas, les taux sont à zéro, il y a quand même des commissions qui sont payées. Il y a des frais de banque qui sont payés, des frais sur emprunt. Donc, on n'allait pas soumettre des mouvements de spéculation sur l'avenir. D'autre part, comme vous êtes quelqu'un d'observateur, vous avez dû sans doute relever, et puis, comme vous l'avez d'ailleurs souligné, hein, c'est le dernier emprunt que l'on va, enfin le futur emprunt que l'on va faire, on le fait à un taux de 0,25 actuellement, nous, hein, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a mis en place, nous, justement, des prévisions qui nous permettaient d'anticiper ces emprunts que l'on jugeait nécessaires, hein, et puis en même temps qui faisaient un équilibre financier sur des opérations structurantes, et on est donc sur ce que vous préconisiez, donc. Voilà, puis enfin, vous ne comprenez pas qu'on redélibère aujourd'hui, donc on le redit, on ne pouvait pas délibérer que sur la taxe d'habitation aujourd'hui, on doit avoir une délibération unique, taxe foncière, taxe d'habitation, donc l'objectif aujourd'hui était de récapituler tous nos taux de taxation et dans une seule et même délibération, c'est tout. Mais c'est les mêmes taux que la dernière fois, hein, je vous assure, on n'en a pas profité pour les réaugmenter. Après, vous avez raison, tout augmente. Tout augmente. On peut sans doute le regretter, mais malheureusement, je connais personne qui échappe à cette spirale infernale pour le moment. Espérons que ça ne durera pas trop longtemps et surtout que ça n'ira pas trop loin. Mais rien n'est garanti vu les annonces qui nous sont faites. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la fixation de ces taux ? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Donc le groupe Changeons de Cap vote contre, j'ai bien compris. Pas d'abstention. Parfait. Adopté à la majorité. La délibération numéro 3, si je ne me suis pas perdu, porte sur la taxe locale qui va augmenter sur les publicités extérieures. M. Monteux. Cette taxe a été instituée donc en remplacement des 3 anciennes taxes. Hein, donc maintenant on en a l'habitude de l'appellation TLPE, taxe locale sur la publicité extérieure. Et donc ce dispositif donc concerne donc la taxation des enseignes, des préenseignes et des tout dispositifs publicitaires. Bon, évidemment, il y a des limitations qui sont faites par rapport à la taille des affiches, puisque vous voyez qu'en dessous de 7 mètres carrés, donc c'est pas soumis à la taxe. Nous, donc, sur la fixation de ces taxes, elle est fixée chaque année, hein, et on s'appuie sur les montants qui sont proposés et actualisés par les services de l'État. Et donc ces tarifs s'affichent donc sur l'écran et vous donnent donc d'après les types d'enseignes publicitaires ou dispositifs publicitaires les montants qui sont appliqués sur un calcul au mètre carré. Pour vous donner, donc c'était une question qui avait été faite donc lors de la préparation de ce conseil municipal avec les représentants des groupes minoritaires, et donc le montant donc de la TLPE qui a été perçu au titre de l'année 2022 est de 151 718,91 €.
vous pouvez juger, enfin, simplement, les tarifs augmentent et là aussi, M. Sett, on suit donc les préconisations des services de l'État augmentent de 6% par rapport à l'année 2022, uniformément à 6%. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On peut passer au point suivant qui porte sur le tableau des effectifs, la toilettage de ce tableau des effectifs, comme là aussi vous deviez être habitué. Oui, ben c'est le toilettage annuel. Hein, chaque année, à cette époque, on le fait. Ben, c'est pour supprimer donc, les postes devenus vacants en cours d'année, notamment du fait de mutations, de départ en retraite, d'avancement de grade, de promotion interne, et de créer dans le même chose pour les gens qui intègrent notre collectivité et pour ceux aussi qui bénéficient d'avancement ou de grade ou de promotion. Ça augmente là aujourd'hui. Ce que l'on donne aujourd'hui, c'est pas une augmentation donc du nombre de nos effectifs, hein, c'est seulement de la grille de nos effectifs. Sachant que donc vous avez le détail qui vous est donné en fonction donc des différentes filières administratives, filières techniques, filières médico-sociales et culturelles pour les prendre dans le bon ordre. Pour avoir plus de clarté, il vous a été remis, hein, chose qu'on n'affiche pas à l'écran, bien évidemment, mais l'intégralité de l'organigramme des services et avec le nominatif donc, des personnels qui font partie de notre effectif. Donc, pour aussi votre complète information, le comité social territorial, hein, qui est composé des représentants du personnel et des élus, donc a approuvé le 23 mars 2023 à l'unanimité ces différentes modifications. Merci Marc. Cette présentation et les documents qui vous ont été transmis appellent-ils des remarques ou des interrogations ? Il semble que non, donc je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne une délégation au Centre de gestion de la Loire pour un contrat de groupe. Je laisse Marc expliquer dans le détail de quoi il s'agit. Mais c'est un contrat de groupe donc, qui garantit les risques financiers en cas d'absence et pour raison de santé, d'accident ou de maladie professionnelle de notre personnel. Ce contrat, donc, on a un contrat bien évidemment actuellement et qui arrive donc à échéance au 31 décembre 2023. Et donc, comme on a eu l'habitude de le faire, on souhaite passer par le Centre de gestion de la fonction publique de la Loire, hein, plus communément appelé CDG 42, pour que donc lui demander de lancer donc une mise en concurrence. Hein, donc c'est vrai qu'ils sont plus à même eux de pouvoir effectuer ceci, et en même temps ils ne le font pas que pour la commune d'Andrézieux-Bouthéon, puisqu'ils le font pour l'ensemble de leurs adhérents. Pour ce faire, on doit donc délibérer aujourd'hui et puis mandater le CDG pour faire cette mission, et notamment il fallait que la décision soit prise avant le 31 mars 2023. C'est pour ça qu'on le présente à votre délibération aujourd'hui. On a toutefois la possibilité, une fois que la consultation aura été faite, c'est soit de répondre et puis de rentrer dans ce contrat de groupe, soit de trouver une autre solution, parce que si elle ne nous convenait pas, du fait de tarifs qui seraient supérieur à ce que l'on pourrait payer. Donc ça couvre donc les agents qui sont affiliés à la CNRACL, ce que c'est donc les agents qui font partie donc les fonctionnaires, hein, qui ont le statut de fonctionnaire, et aussi donc les agents affiliés à un autre régime qui est l'IRCANTEC pour les contractuels et pour les personnels qui ont des contrats de travail avec de faible horaire. Sur la durée du contrat donc, qui commencera à courir à partir du 1er janvier 2024, est prévu pour 4 ans. Il s'agit d'un contrat donc, type capitalisation. Pour la même façon, on a interrogé donc, nos représentants du personnel qui sont prononcés aussi à l'unanimité en faveur de cette délégation donc, au CDG 42. Merci Marc. Là encore, y a-t-il des interrogations ou des questions concernant cette proposition de délégation ?
Pas de remarques, c'est clair pour tout le monde. Donc je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 6, c'est fini pour toi aujourd'hui. Le point numéro 6 porte sur une convention entre la ville d'Andrézieux-Bouthéon et l'EPAD pour un programme d'animation. C'est Hélène Fabre qui va rapporter. Bonsoir. Donc, comme on s'est engagé afin donc, de promouvoir et d'amplifier la politique d'accès à la culture et à l'ouverture de ces équipements culturels à tous les publics, donc on vous propose d'approuver une convention de partenariat entre donc, l'EHPAD des Terrasses et la médiathèque. Ils sont voisins. Et déjà, en ce qui concerne la Semaine Bleue, par exemple, on avait l'habitude, surtout au niveau du conservatoire, de se déplacer, d'y participer. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a aussi un nouveau contrat de lecture publique. Et donc, Andrézieux-Bouthéon a souhaité mettre en place des actions en direction de tous les publics, et notamment donc, des résidents et des personnes empêchés d'accéder à la lecture en raison de leur grand âge ou de leur difficulté à se déplacer. Et il nous est apparu complètement normal de se tourner vers les EHPAD qui sont à côté. Il se trouve que au niveau de l'EHPAD, il y a un agent qui est attaché que pour l'animation et qui avait vraiment en fait une grosse demande également. On va essayer de mettre en place le plus souvent possible une programmation sur l'année qui sera très diverse, soit sous forme de lecture de contes, de chansons, d'animations thématiques. Ces séances seront d'une durée de 1h ou 1h30 en fonction des besoins et des possibilités donc, des résidents. Cette convention est conclue donc, pour une durée d'1 an à compter du 1er avril 2023 et reconduite tacitement. Merci Hélène. Y a-t-il des observations ou des questions à propos de cette présentation? Pas de remarques. Alors je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Que la fête commence. Merci Hélène. Le rapport suivant concerne la convention d'objectifs et de financement relative à l'accueil loisirs. C'est Céline Montagnon qui va nous expliquer ça dans le détail. Merci. Bonsoir. Donc, il s'agit de renouveler la convention d'objectifs et de financement avec la CAF. Alors, c'est un renouvellement, c'est parce qu'on arrive en fait à échéance. Donc, pour trois accueils, la prestation de service unique pour l'établissement d'accueil du jeune enfant L'Envol des Bambins, la prestation de service accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire et la prestation de service accueil de loisirs sans hébergement périscolaire. Vous avez dû recevoir les conventions si vous vouliez les lire en profondeur. Donc, la COF, la convention d'objectifs de financement de la CAF, c'est ce qui va permettre à la CAF de verser les prestations de services pour les établissements et les services que je viens de vous citer. Il y aura également possibilité d'un financement complémentaire sous forme de bonus dans le cadre de la CTG, la Convention territoriale globale, dont je vous reparlerai tout à l'heure et qui a déjà été présentée récemment en groupe de travail. Donc là, on s'apprête à re-signer pour une période de 5 ans qui couvrira les années de 2023 à 2027. Et donc sont concernés, comme je vous le disais, les 3 services, donc le pôle petite enfance, l'accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire et l'accueil de loisirs sans hébergement périscolaire. Voilà, donc après, c'est très obscur au niveau, c'est des méthodes de calcul, hein, c'est ce qu'on appelle la clé de répartition, c'est la CAF qui fait ces calculs. Il n'y a absolument rien de changé dans les méthodes de calcul. C'est juste, on re-signe pour repartir sur 5 années. C'est important de le préciser, effectivement. Oui, il n'y a pas eu de gros changements. Hein. C'est pour ça que je ne rentre pas plus dans le détail. Vous avez reçu les conventions, mais en fait, c'est vraiment de prolonger. Juste le seul changement qu'on peut dire, c'est par rapport à la CTG,
qui n'existait pas auparavant et qui sera maintenant, elle, qui versera le bonus de territoire. Mais On en parlera tout à l'heure. on va en parler tout à l'heure. Merci Céline. Des questions, des interrogations? Pas de remarques? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci à vous. La délibération suivante porte sur des autorisations d'urbanisme, l'une sur un projet qu'on avait déjà évoqué, et la seconde que Pascal Dumazet va nous présenter et nous expliquer. Oui, donc il s'agit des travaux qui vont être réalisés sur l'ensemble Pasteur, particulièrement l'école Pasteur et le gymnase. Donc comme chaque fois qu'il y a des travaux envisagés, vous devez autoriser monsieur le maire à signer les autorisations d'urbanisme, permis de construire ou déclaration préalable ou autorisation de travaux. Donc là, pour l'école Pasteur, il y a tout un travail de rénovation. Donc vous avez le projet qui s'affiche. Donc que ce soit des travaux d'isolation thermique, rénovation au niveau des fenêtres et rénovation de l'espace qui est actuellement occupé par la boxe, qui passera en périscolaire, en espace périscolaire. Il y aura également, voilà, ça sera plus simple. Donc les blocs maternels, c'est l'existant, bloc primaire, c'est l'existant. Là, sur le bloc primaire, il y aura une isolation thermique par l'extérieur qui sera réalisée. Et sur le bloc maternel, les fenêtres seront changées, car elles ne sont pas très performantes. Il y a des rénovations partielles sur certains éléments. Et le bloc de liaison, qui est existant actuellement, sera complètement redistribué et comprendra le bureau de la directrice ou du directeur, hein, parce qu'actuellement c'est une directrice, mais ça peut devenir un directeur. Et dans ce bloc, il y a également les sanitaires qui posent quelques soucis actuellement, vous avez dû en entendre parler, qui vont être entièrement rénovés. Au niveau du bloc primaire, également à l'étage, il y a une classe à l'étage et il n'y a pas de sanitaire actuellement, donc il y aura des sanitaires qui seront créés en étage. L'accès ne se fera plus comme actuellement par la place, mais se fera sur le boulevard Pasteur par une petite rampe d'accès. Que ce soit les maternelles ou les élémentaires, entreront par le même espace, mais il y aura une redistribution par l'arrière du bloc qu'on appelle le bloc liaison. Donc vous aurez un accès maternel et un accès élémentaire. Et le périscolaire sera à l'arrière avec un préau. Il y aura également un préau au niveau de l'entrée. Et le gymnase sera aussi rénové pour permettre pour conserver cette salle d'activité qui est intéressante parce qu'elle est quand même à proximité du centre, ce qui permettra aux usagers d'avoir un espace à proximité. Voilà, donc tous ces travaux-là vont débuter sur fin 2023 et sont estimés à 1 679 000 €, sachant que nous avons choisi quelques options qui nous semblent essentielles pour le confort et aussi la sécurité. Donc les options sont les 4, l'habillage en trespas des façades, parce que du fait de l'isolation, le crépi risque d'être friable. Donc on a choisi d'habiller en trespas. C'est un matériau assez solide et qui préservera le bas des bâtiments. Bon, les liaisons sont enterrées sur ces bâtiments, les liaisons de chauffage sont enterrées et ça pose souci pour les interventions. Donc ça sera repris pour pérenniser l'entretien du chauffage en fait. Et ensuite, ce sont des petits travaux qui sont moins importants. Voilà, donc nous vous demandons d'autoriser le maire à déposer le permis de construire pour ces travaux. Le second sujet concerne l'aventure du train. Vous aviez voté le 6 février une déclaration préalable de travaux. Or, de par la surface du bâtiment, c'est un permis de construire qu'il faut établir. Donc c'est simplement une petite modification. Les travaux ne sont pas changés, mais c'est simplement une modification. Il faut un permis de construire pour ces travaux. Voilà. Merci Pascal. Avez-vous des observations ou des questions à formuler à propos de ces deux autorisations d'urbanisme, une qui ne surprend pas, l'autre qui peut peut-être être un peu plus une révélation?
Un des points importants, c'est qu'effectivement, on va déplacer l'accès à ce groupe scolaire. On va le rapprocher du parking Pasteur. Je rappelle aussi, ça a déjà été évoqué, que nous avons le projet d'un agrandissement de ce parking, hein, qui aujourd'hui est assez rapidement et facilement à saturation. Ça fera l'objet ça n'apparaît pas dans l'autorisation d'urbanisme, mais c'est lié quand même à ce nouvel aménagement. Pas de questions? Je mets aux voix. Si, monsieur Seth. Alors j'avais fait une intervention en commission, donc je n'avais pas capté que vous changiez l'entrée des élèves. Bon, aujourd'hui, ça l'a toujours été, même à l'époque de mes enfants, c'était pas facile de récupérer ses enfants. Il y avait beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, vous déportez l'entrée et la sortie, j'imagine aussi, des enfants. Donc ça va se retrouver sur le boulevard Pasteur, qui est étroit et qui est emprunté par des voitures. Est-ce que vous n'avez pas peur que la confrontation voiture et enfant, ça soit un peu dangereux, et dans ce cas-là, pourquoi ne pas tout de suite envisager une réflexion sur cette rue, sur ce boulevard Pasteur? Alors sur le boulevard Pasteur, on est interpellé, enfin moi je l'étais dans le mandat précédent, hein, ça fait 10 ans qu'on est interpellé sur le boulevard Pasteur, avec des injonctions contradictoires. Hein. C'est que d'un côté on nous dit que c'est pas large, puis d'un autre côté on dit que ça roule trop vite. Entendez bien que plus ce sera large, plus les gens rouleront vite, et plus les comportements pourront s'avérer dangereux. On est bien dans une démarche de sécurisation, et d'amélioration de l'accessibilité, puisque vous voyez, il y a une rampe qui apparaît, qui permettra de rendre l'ensemble du groupe scolaire accessible aux personnes à mobilité réduite, qu'ils soient enseignants, parents ou enfants. Hein. Et lorsque vous avez le dessin, l'ébauche qui apparaît ici, vous avez bien envers l'accès piéton, l'accès pour les élèves, et déporter l'accès au parking. Le dessin accès au parking n'étant pas, je dois le reconnaître, contractuel. Hein. Le projet qui est présenté là, il porte sur les travaux du groupe scolaire. Hein. Mais c'est bien dans un esprit de sécurisation qu'on fait ces travaux. Et ben non, on n'a pas peur. Non, au contraire, on espère améliorer la situation. Si je peux rajouter quelque chose, sur le temps de pause méridienne, en fait, il y a énormément d'enfants qui mangent au restaurant scolaire à l'espace Pasteur, de plus en plus d'enfants. Eux, ils vont continuer à sortir par le portail existant, et ça évite justement de croiser les flux. Parce que quand les agents accompagnent ces enfants qui partent manger et qu'en même temps il y a les parents qui viennent récupérer leurs enfants, bah, c'est un petit peu le bazar sur la place devant l'espace Pasteur. Donc ça ne sera plus le cas. Il y aura les parents sur la pause méridienne, hein, qui viendront sur l'entrée unique, mais tous les enfants du périscolaire pause méridienne, eux, ils iront à l'espace Pasteur par l'ancien portail. Donc ça en enlève déjà beaucoup. C'est juste le matin et le soir que tout le monde fera son entrée et sa sortie par cette entrée unique. Merci Céline. Et le parking sera agrandi de toute façon devant l'entrée actuelle maternelle, c'est ça, d'après ce que j'ai compris? Le parking va être agrandi? Il sera prolongé. Ouais. Oui, Il donc sera prolongé. s'il est plus grand, effectivement, c'est mieux. Pas d'autres demandes d'intervention? Donc je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Espérons que ces travaux resteront dans l'enveloppe qui a été présentée aujourd'hui, avec tous les aléas qu'on a pu évoquer tout à l'heure, évidemment. Et surtout, ce que j'espère, c'est qu'ils resteront aussi dans les délais et qu'on sera opérationnel pour la rentrée 2025 au plus tard. Merci Pascal. Donc on est arrivé au bout des délibérations qui portaient à vote. Maintenant, nous abordons les informations diverses. En premier lieu, je voulais évoquer avec vous et devant vous le fait que depuis quelques semaines déjà, depuis un peu plus d'un mois, nous sommes soumis à un contrôle de la Chambre régionale des comptes qui vient vérifier la qualité et la régularité de la tenue des comptes de notre commune. Ça ne part pas de l'exercice 20 218, hein, il y a une petite faute de frappe, je pense que vous aurez
corrigez de vous-même, hein. Ces contrôles porteront sur 5 exercices. L'exercice 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Vous l'aurez compris, pour moitié, ce contrôle portera sur le mandat précédent et pour l'autre moitié, sur le mandat en cours. Ce contrôle relève de ce qu'on appelle des contrôles systématiques et périodiques, hein. Sur Andrézieux-Bouthéon, on n'avait pas eu de contrôle complet depuis les années 2008, quelque chose comme ça. C'est le lot des communes. Saint-Just-Saint-Rambert actuellement subit exactement le même contrôle que nous. Ce contrôle porte principalement sur nos procédures de commande publique, sur notre gestion des ressources humaines et bien évidemment sur la gestion financière, la gestion du budget. C'est un processus de contrôle approfondi. L'équipe qui est dirigée par un magistrat professionnel, hein, procède par de l'inspection des documents, de l'interview des élus, le cas échéant, et des responsables de service. En général, suite à un entretien, on a quelques questions, allez, je vais dire des chiffres théoriques, hein, mais on a 5 questions ou demandes de documents. Nous répondons à ces 5 questions et fournissons les documents. Et généralement, peu de temps après, nous recevons 10 nouvelles questions et 10 demandes de documents, et ainsi de suite. C'est une enquête professionnelle et approfondie qui prendra plusieurs mois, qui devrait s'étaler au minimum jusqu'à cet été. Ensuite, un premier rapport nous sera adressé. Nous aurons à répondre à ce rapport. Et en tout état de cause, une deuxième rédaction prenant en compte les réponses ou les compléments d'information que nous aurons pu apporter vous sera présentée par moi-même devant le conseil municipal. Aujourd'hui, on peut espérer vous faire cette présentation au début de l'année 2024 par rapport aux échéances qui nous ont été annoncées. C'est un véritable exercice de transparence, hein, auquel doivent se livrer toutes les collectivités ou les établissements publics qui sont soumis à ce dispositif. Vous le savez, la Chambre régionale des comptes, à l'issue de cette vérification, sera susceptible de formuler des recommandations, des observations ou des prescriptions. Et bien entendu, nous aurons à commenter les observations, à faire le maximum pour prendre en compte les recommandations et à nous soumettre sans réserve aux prescriptions. Aujourd'hui, on est dans une phase d'échange, donc je n'ai pas plus de choses à vous dire. Les interviews continuent de se dérouler avec les agents ou responsables de services concernés. Vous l'imaginez facilement, il est assez facile pour nous de répondre à toutes les demandes formulées pour ce qui concerne depuis le mois de juin 2020 jusqu'au 31 décembre 2022. Nous nous efforçons de produire le maximum d'informations pour la période précédente et de répondre à l'attente de la Chambre régionale des comptes. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'était simplement de porter à votre connaissance ce contrôle en cours. Maintenant, si vous avez éventuellement des questions, des remarques complémentaires, on pourra essayer d'y répondre, mais j'insiste, aujourd'hui, pour le moment, on est sous le scanner. Pas de remarques? Merci. Je passe au point suivant qui concerne l'adoption, la validation, la formalisation du règlement intérieur de notre centre de tir sportif qui fixe les règles d'usage, puisque vous ne devez pas l'ignorer. Depuis officiellement le 11 mars, nous avons totalement mis en service le centre de tir sur l'ensemble de ses installations. Ça démarre très fort puisque dès cette semaine, nous accueillons une compétition d'envergure nationale, jeudi et vendredi, dans le cadre des championnats de France universitaires organisés par l'UNSS. Nous allons avoir pendant 2 jours complets des compétitions de tir scolaire, de tir sportif scolaire et universitaire. Et puis, bien entendu, nous sommes en train d'engager un certain nombre de conventions avec
avec gendarmes, police et autres structures. On a déjà eu souvent l'occasion d'en parler. Comme il se doit, mais peut-être ici plus que jamais, il s'agit de faire en sorte que l'usage de nos installations se fasse dans les règles. Et donc, simplement, aujourd'hui, il s'agissait de vous informer que nous mettons en place et en œuvre ce nouveau règlement et que nous veillerons à son application. J'ai le plaisir de dire que notre directeur du centre de tir, qui va être en charge de veiller au respect de ce règlement intérieur, a enfin pris ses fonctions. Il avait été embauché en avril 2020, pardon, et aujourd'hui, il est pleinement dans l'exercice de son métier et de sa profession. Bon, il n'y a pas de surprise dans ce règlement intérieur. Ce sont toutes les informations que vous avez pu glaner au fil des différentes réunions de groupe de travail, présentations en préalable de réunions de conseil municipal ou lors des différentes délibérations. Pas de remarques là-dessus. Donc, j'enchaîne. Le point suivant concernait la convention territoriale globale, mais là, je laisserai la parole à Céline Montagnon, qui est l'adjointe déléguée en charge du suivi de ce dossier. Alors, donc, la Convention territoriale globale, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure et je vous en avais déjà parlé lors d'autres conseils municipaux, puisqu'on a déjà eu à prendre des décisions. Donc, c'est la CTG, c'est ce qu'on appelle la CTG, a été signée récemment, le 24 février 2023, avec la CAF et les 9 communes qui sont dans notre périmètre. Donc, de quoi il s'agit? C'est une politique nationale qui est donc initiée par la CAF. C'est un contrat d'engagement sur une durée de 5 ans entre les collectivités locales et la CAF. Alors, sachant que ça a été présenté en groupe de travail, donc Monsieur Sett était présent, Madame Boiscartal, etc., plus les services concernés. On signe pour une durée de 5 ans, mais à tout moment, on peut décider de quitter cette CTG. On n'est pas tenu de rester les 5 ans dans la CTG. Le risque, c'est de perdre les aides de la CAF, sauf si certaines communes souhaitent se rallier à d'autres CTG qui vont arriver à échéance avant la nôtre. Si vous avez des questions, je vous expliquerai. Donc, les domaines d'intervention sont la petite enfance, l'accompagnement social, dans le cadre d'un projet de territoire, et ça remplace les contrats enfance-jeunesse, les CEJ, qui arrivaient à terme. Donc, pourquoi nous, on s'est retrouvés avec les 10 communes de notre périmètre? Et bien, simplement parce que ce sont les 10 communes qui avaient leur CEJ, leur contrat d'enfance-jeunesse qui arrivait à terme en même temps, qui ont été mis dans la même CTG. Nous sommes les derniers sur la métropole à signer une CTG, les autres communes ayant vu leur contrat enfance-jeunesse arriver à échéance avant. Voilà, donc depuis 2018, non, c'est pas grave, le déploiement est progressif, donc comme je vous disais, nous sommes les derniers, et il y a 17 périmètres de CTG au niveau de la Loire, dont 9 sur la métropole. La nôtre s'appelle la CTG Saint-Étienne Métropole Nord. Donc les communes, je vous en avais déjà parlé, les 10 communes, vous les avez sur le tableau sur votre droite. Il y a, donc c'est la Gimont, Fontanès, Marsno, Saint-Bonnet-les-Oules, Chambeuf, Saint-Christian-Jarret, Saint-Théan, La Fouillouse, Saint-Galmier et Andrézieux-Boutéon, pour un total de 31 685 habitants. Donc vous constatez que Andrézieux-Boutéon, avec ses plus de 10 000 habitants, fait un tiers en fait de l'effectif total de cette CTG. Donc une démarche a été initiée par la CAF avec la constitution d'un COPIL et d'un COTEC dans lesquels sont les maires, les agents techniques, les adjoints, etc. des 10 communes concernées. Et donc, il y a cette obligation d'un diagnostic territorial préalable pour savoir ce qu'on va mettre dans cette CTG, quels sont les besoins. Alors, l'objectif, c'était d'identifier l'ensemble des caractéristiques du territoire SEM-Nord, les besoins restants à couvrir ou à renforcer. Donc, vous l'avez vu, les communes, il y a des grosses villes, il y a des petits villages, donc ce n'était pas évident de trouver des thématiques qui convenaient à tout le monde. Mobiliser la dynamique partenariale, préfigurer le plan d'action. On a consulté plusieurs cabinets, 5 pour être clair, et c'est le cabinet Populus qui a remporté, donc, qui a été le prestataire de cette étude de juin 2022 à février 2023 sur la base d'un groupement de commandes porté par Andrézieux-Boutéon. C'est-à-dire qu'on a proposé aux autres communes de porter l'opération
Mais au niveau de la participation financière, il y a d'une partie la CAF qui cofinance à hauteur de 55%, et le reste, c'est cofinancé par les 10 communes au prorata de leur nombre d'habitants. Donc, par exemple, pour Andrézieux-Boutéon, ce diagnostic nous aura coûté 4 481 € pour un total qui était à la base de 31 685 €. Donc, il y a eu un gros travail avec ce diagnostic. Le cabinet est venu sur toutes les communes rencontrer les chefs de services concernés, les élus, etc. Il y a eu beaucoup d'entretiens, beaucoup de travail. Il n'y a pas d'autre. Ah si, il y en a une autre, pardon. Non, j'ai d'autres choses à vous dire. Alors, J'avais prévu. Non, alors déjà peut-être que vous avez des questions suite à la présentation qui avait été faite en fait en groupe de travail. Peut-être qu'après en parlant entre vous, vous avez eu des questions, donc je suis prête à y répondre. Après, donc la signature, comme je vous le disais, elle a eu lieu le 24 février 2023. Donc la CTG remplace le CEJ. Donc c'est plus large, hein, voilà. Il fallait signer, sinon on n'avait plus de subventions. Au départ, le périmètre pouvait paraître étonnant vu la taille des communes qui nous sont attribuées dans notre périmètre, mais au final, les maires et les élus et les techniciens, tout le monde a travaillé main dans la main et on va arriver à faire des choses intéressantes. Maintenant, la signature, c'est une première étape, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail de fait pour arriver à la signature en se faisant expliquer. Parfois, il y a des points sur lesquels on n'était pas d'accord, qu'on a détaillé en groupe de travail. On est arrivé à revenir sur des choses. On a pu discuter et obtenir une CTG qui nous correspond. Mais maintenant, en fait, tout est à construire. Le cadre est posé. On a le cadre. Maintenant, de 2023 à 2024, il va falloir identifier les différents chargés de coopération au sein des villes, donc par territoire. Toutes les villes n'en auront pas. Préciser les attendus, calibrer les postes et organiser donc les prises de fonction de ces coopérateurs. Donc, on va consolider la gouvernance technique de la CTG à l'échelle de nos 10 communes. Donc, on va continuer. Il y a déjà eu depuis la signature des réunions donc pour travailler ensemble, fixer les axes de travail, portage et animation collégiaux du dispositif de la CTG par les coopérateurs. Et enfin, établir la convention d'objectifs et de financement de la CTG. Donc, on a commencé avec le financement des postes des coopérateurs. Donc, je l'avais dit en groupe de travail, la CAF subventionne à hauteur de 24 000 € pour un équivalent temps plein. Pour la CEJ, c'était un peu en fonction de la date où la commune avait signé sa CEJ, la subvention CAF n'était pas la même. Mais en gros, l'équivalent temps plein tournait autour de 19 800 €. Donc là, ils ont revu un petit peu à la hausse le montant à 24 000 €. Et donc, d'ici fin 2023-2024, on va commencer à déployer le plan d'action. Donc, le plan d'action qui était à l'écran. Voilà, donc le plan d'action issu du diagnostic. Donc, le questionnaire a été bien diffusé sur toutes les communes, notamment sur la commune d'Andrézieux-Boutéon, par tous les réseaux sociaux à notre disposition et supports comme l'Envol Magazine, mais également ILIWAP, la plateforme de EFI aussi, en envoyant aux familles, parce que les familles sont celles qui sont concernées. Et donc, on a eu un bon taux de retour. Et donc, le plan d'action qui est sorti de ce questionnaire, donc c'est vraiment vous, les parents, les familles qui avaient répondu. C'est la thématique 1 au niveau de la petite enfance, une fiche action pour quantifier les besoins des familles en horaire atypique et une fiche action pour renforcer et poursuivre la valorisation du métier d'assistante maternelle. Donc là, c'est un constat au niveau national. Les assistantes maternelles, il y en a de moins en moins. C'est de plus en plus compliqué. Souvent, maintenant, elles se mettent en maison d'assistante maternelle. Donc, on va voir au niveau de notre territoire de 10 communes ce qu'on peut faire. Et les horaires atypiques, c'est... Au niveau de la CTG, c'est ressorti. Au niveau de la ville d'Andrézieux-Boutéon, on n'a pas ce retour-là. Nous, on n'a pas cette demande-là importante pour des horaires atypiques. Donc, c'est important de le signaler quand même. Donc, la thématique 2 sur l'enfance, développer la coopération entre les communes sur le temps périscolaire et extrascolaire. Essayer de voir un petit peu comment on peut s'arranger pour peut-être se mettre d'accord sur les centres aérés, pas faire la même semaine des vacances, des choses comme ça, et mutualiser des équipements. Thématique 3 autour de la jeunesse, créer et animer un réseau d'acteurs de la jeunesse, mettre en place des réseaux jeunesse ciblés et maintenir et développer l'offre en direction de la jeunesse. Donc là encore, la ville d'Andrézieux-Boutéon, on est déjà bien lotis.
Et thématique 4, l'accès aux droits, l'accompagnement et le soutien à la parentalité, favoriser l'émergence d'un réseau local de parentalité et faciliter l'accès aux droits par les outils numériques. Voilà, donc ça, ce sont nos fiches d'action et c'est sur ça qu'on va travailler dans les 5 années qui sont devant nous pour la signature de cette CTG. Voilà, si vous avez des questions, c'est un gros dossier. Cette fois-ci, je te remercie complètement. Est-ce que cette présentation vous suscite des interrogations ou des demandes d'informations complémentaires? Cas échéant, non? Ça a été clair? Eh bien, tant mieux. Merci. Il n'y a plus qu'à, Céline, hein, avec toutes les équipes et avec nos collègues des autres collectivités à qui on essaye de travailler en pleine harmonie malgré les différences structurelles de nos différentes collectivités. Donc on peut passer au point d'information suivant. Alors je ne vais pas vous le chanter, hein, mais c'est la chenille qui redémarre. Mais je vais laisser le soin à Pierre-Julien de préciser ça. Merci. Le plus simplement du monde, on a pris un arrêté municipal portant sur la lutte contre la chenille processionnaire. Simplement, nous, sur le domaine public, on essaye d'intervenir au mieux à ce sujet-là. La chenille processionnaire, c'est un nuisible pour les hommes et pour les animaux aussi. On a constaté une colonisation, on va dire, importante. L'objectif, c'est d'enrayer ce développement. C'est simplement pour ça qu'un arrêté municipal a été pris pour inviter les propriétaires et les locataires de parcelles à intervenir. Voilà. Oui, c'est important. Sur le domaine public, évidemment, on intervient, on a besoin de personnes. On se prend en charge, on va dire, mais il est important que les propriétaires privés soient aussi attentifs à ce fléau, parce que ça en est c'est un animal envahissant et problématique. Pas de remarques là-dessus? C'est clair. Merci Pierre-Julien. Le point suivant porte sur les décisions du maire et déclarations d'intention d'aliéner qui vous ont été adressées. Est-ce que l'une ou plusieurs d'entre elles ont suscité des remarques ou des interrogations de votre part? Je vous écoute. Pas spécialement, pardon, j'avais éteint mon micro. Alors on passe au point suivant qui concerne la réponse aux questions transmises. Donc je m'adresse au groupe Changeons de Cap qui nous a adressé une petite série de questions sur un thème. Si vous voulez bien reformuler ces questions, je vous en remercie. Merci Monsieur le maire. Donc sur les questions Changeons de Cap, c'est le sujet unique de l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon, de Saint-Étienne Métropole. Quel coût annuel de fonctionnement? Comment et par qui est-il subventionné? Y a-t-il des travaux de prévus à court et moyen terme? Si oui, quels sont les montants des investissements? Quels sont les utilisateurs? Et quel est l'avenir de l'aéroport? Je vous remercie. Alors, je dois préciser que, bien qu'il soit localisé à Andrézieux-Bouthéon, l'aéroport de Saint-Étienne-Loire, puisque c'est son nom, hein, n'incombe pas, la gestion de cet aéroport n'incombe pas à la municipalité. Depuis maintenant 2011, hein, ça fait quelques années, il est placé sous la gestion d'un syndicat mixte de l'aéroport Saint-Étienne-Loire, le SMAZEL, c'est l'acronyme. Cette instance regroupe Saint-Étienne Métropole, Loire-Forêt Agglomération, la communauté de communes de Forez-Est, la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et le département de la Loire. Depuis le 1er janvier 2021, donc c'est relativement récent, ça fait à peine 2 ans, en substitution de la CCI, la Chambre de commerce, la gestion opérationnelle est désormais assurée par un conseil d'exploitation constitué de représentants du SMAZEL et de professionnels associés. Il se trouve que le président de Saint-Étienne Métropole qui préside le SMAZEL, j'en suis vice-président, m'a confié la présidence de ce conseil d'exploitation, considérant que, étant entre guillemets, le local de l'étape, il était dans l'ordre des choses que j'assure cette présidence. J'en profite aussi pour préciser que j'assure cette vice-présidence au SMAZEL et la présidence du conseil d'exploitation sans indemnité à titre bénévole. Je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe, donc je préfère le préciser tout de suite.
Nous avons eu une lourde de tâches avec les équipes de l'aéroport qui regroupent 11 employés de statuts distincts, des agents territoriaux d'une part, et puis des agents de droit privé, à peu près pour moitié-moitié, et une directrice qui est un cadre de Saint-Étienne Métropole qui est mise à disposition de l'aéroport. Et puis les effectifs sont complétés aussi en fonction de l'activité par des sapeurs-pompiers du SDIS dans le cadre d'une convention, au même titre que des douaniers interviennent ponctuellement et ainsi de suite. Le budget prévisionnel, parce qu'il n'a pas été voté pour 2023, mais je vous livre ces chiffres pour vous donner des ordres de grandeur, est de l'ordre de 3,5 millions, un budget de fonctionnement. La participation des communes, enfin des collectivités membres, puisque ce n'est pas des communes, des collectivités ou établissements membres, est de l'ordre d'1,5 million. Donc les 2 millions restants sont des recettes d'exploitation ou des soldes de trésorerie. Pour 43%, le département participe à ce budget et Saint-Étienne Métropole à 30%, les 27% restants étant répartis entre les 3 autres partenaires du SMASEL. Le budget prévisionnel d'investissement pour 2023 devrait être, j'insiste, il n'a pas été voté, de l'ordre d'1,3 million. En ce qui concerne la régie d'exploitation, les orientations budgétaires sont de l'ordre de 2 millions pour le fonctionnement et de 2,5 millions pour l'investissement. Je vous l'ai dit, nous avons pris la gestion de cet aéroport depuis seulement 2 ans en ayant besoin de repartir presque de zéro, parce que d'abord le mode de gestion que nous avons mis en place est totalement différent de celui qui existait, et puis c'est facile à comprendre, nous intervenions après la période Covid qui a bouleversé profondément le fonctionnement du transport aérien d'une manière générale, des aéroports en particulier. Et donc nous avons eu à réfléchir sur le devenir de cet aéroport. J'ai coutume de dire que s'il n'existait pas cet aéroport, il ne faudrait pas l'inventer, mais qu'aujourd'hui qu'il est là, s'il est là, c'est grâce aux efforts qui ont été consentis par tous les investisseurs locaux sur cette structure. Il serait dommage de ne pas faire profiter de cet investissement et le faire fructifier, évidemment, le faire de la manière la plus raisonnable. Donc on est dans une phase de relance, comme l'ensemble de l'activité du transport aérien et de l'aéronautique. En 2023, les travaux porteront principalement sur des travaux de maintenance et de confortement de la piste, mais je dirais quasiment dans l'entretien classique. Elle a fait l'objet d'un audit récent et ne présente pas de désordre majeur, c'est une bonne nouvelle. Et puis d'amélioration des fonctionnalités de l'aérogare, parce que cet aérogare avait été conçu en 1998, au moment de la Coupe du Monde de football, et c'est vrai que depuis, il n'avait pas véritablement subi d'amélioration par rapport à l'évolution de son usage. L'usage de cet aéroport, aujourd'hui, il est principalement lié à l'activité de l'aéroclub. Ça, c'est pas nouveau et ça continue. Aéroclub qui, entre autres, participe d'une manière intensive à l'initiation, à la formation de nombreux jeunes des collèges et lycées environnants. Chaque année, j'ai l'honneur de participer à la remise des brevets d'initiation aéronautique, les BIA. L'année dernière, il y avait plus de 100 jeunes, Céline, je ne me trompe pas sur le chiffre. Et cette année, en général, ça se passe au mois de juin, ce sont près de 150 jeunes qui vont se voir remettre un brevet d'initiation. L'idée est de donner le goût de l'aéronautique ou de faire prendre connaissance des spécificités du pilotage à des jeunes qui pourront éventuellement après s'orienter vers des carrières professionnelles ou des activités de loisirs en la matière. De nombreux vols sanitaires dans la plus grande discrétion ont lieu sur cet aéroport pour des transferts de malades ou d'organes, tout simplement, dans un sens ou dans l'autre. Le plus souvent, ce sont des organes qui sont acheminés pour des actions de transplantation au niveau du CHU. Et puis, pendant la période Covid aussi, l'aéroport a eu une activité non négligeable en matière de transfert de personnes atteintes de Covid vers d'autres centres hospitaliers. La sécurité civile utilise aussi cet aéroport depuis de nombreuses années.
Jusqu'à présent, c'était pour le remplissage en eau des avions bombardiers d'eau. Vous savez ou vous ne savez pas, les Canadair sont surnommés dans le jargon des pélicans, et donc la station de remplissage des avions est appelée Pélicandrome. Nous sommes dans l'attente de la confirmation, mais avec bon espoir, de voir agréer l'aéroport de Saint-Étienne-Loire au titre de Pélicandrome, ce qui fait que non seulement nous serons en capacité de remplir les avions bombardiers d'eau en eau, mais aussi en produits retardants, qui permettent de renforcer l'efficacité de l'intervention de ces moyens aériens de lutte contre l'incendie. Jusqu'à présent, ces efforts étaient concentrés sur la zone sud-est, c'est facile à imaginer et à comprendre. Et puis il se trouve qu'avec le dérèglement climatique, les incendies se déplacent vers le nord. Et il était important pour la sécurité civile de renforcer son dispositif. Il y a aujourd'hui un avion à Aubenas, si je ne me trompe pas, et à Valence. Et nous serons à la pointe du triangle pour assurer et renforcer la lutte contre les feux de forêt ou les feux de végétation. Nous avons aussi une activité intense en matière de vol d'affaires. C'est une activité qui s'est considérablement développée, notamment à la suite du Covid, et puis parce que, vous le savez, les lignes aériennes de courte distance, les lignes aériennes régulières de courte distance sont aujourd'hui fortement encadrées par le législateur, qui ne veut pas qu'il y ait de concurrence entre les liaisons TGV notamment et les liaisons aéronautiques, ce qui paraît assez naturel. Et du coup, le besoin en matière de vol d'affaires s'est fortement développé. Et certainement que nous avons une très forte marge de progression en la matière, avec, vous le savez, tout le tissu économique qui est autour de nous. Des vols liés à l'événementiel aussi sont accueillis sur notre aéroport. Bon, évidemment, avec les activités sportives, qu'il s'agisse de l'ASS. On a eu l'Euro 2016. Là, on va avoir des vols liés à la Coupe du Monde de rugby 2023. Et sait-on jamais, sur d'autres événements sportifs ou festifs, on peut imaginer d'avoir aussi de l'activité. Et enfin, nous sommes aussi là en travail de relance sur l'activité des vols charters. Évidemment, plutôt sur la période estivale qui démarrerait du mois d'avril et qui s'étale au minimum jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les tour opérateurs, les agences de voyage, les brokers, qui sont les organismes qui assurent la gestion et la location des avions, ont été sollicités pour leur rappeler qu'il existait un aéroport opérationnel aux environs de Saint-Étienne. Ça a été nécessaire parce que notre aéroport s'était endormi, et pour beaucoup de nos concitoyens, il était désaffecté, ce qui est totalement faux. Voilà, à titre indicatif, il y a eu 25 000 mouvements en 2022 sur notre aéroport. On ne s'en rend pas forcément compte. Ça peut paraître, selon comment on le regarde, d'un point de vue des aéroports de France, c'est pas énorme, mais d'un point de vue local, c'est conséquent. Et on peut imaginer assez facilement qu'on pourra aller plus loin. Il n'est pas à l'ordre du jour de rétablir des liaisons directes et régulières, comme ce qu'on a pu connaître en direction de la Turquie, en direction le fameux vol sur Paris, et puis du tout à l'ordre du jour. Et puis enfin, et ce n'est pas le moindre des projets, nous allons accueillir sans doute assez prochainement la start-up qui travaille sur le développement d'un avion électrique qui s'appelle Enue. Avion électrique de petit format, de 19 passagers, capable de transporter du fret pour l'équivalent de la masse de 19 passagers, qui a la caractéristique d'être avec une forme particulière d'aile delta, donc de consommer peu d'électricité, de voler avec 2 batteries et de se poser quasiment sur n'importe quel aéroport de France ou aux frontières de la France, puisque la longueur de 3 terrains de football lui suffit pour décoller ou pour se poser. Donc ce serait un avion qui aurait une activité complémentaire à ce qui existe aujourd'hui. Je reprends leur slogan, une autre façon de voler, moins de vitesse, moins de consommation et un faible impact écologique. On peut imaginer que c'est une forme d'aéronautique de demain. Donc cette start-up était installée jusqu'à aujourd'hui à Saint-Étienne pour développer son concept. Aujourd'hui, elle a besoin de venir sur notre aéroport
pour faire voler un avion à l'échelle 1/7. Donc ce sera une espèce de gros drone, hein. Ça commence déjà à être une dimension conséquente. Et donc nous allons aménager dans un premier temps pour l'accueillir un entrepôt, un hangar comme on les appelle. Et puis évidemment que si le projet arrivait à être mené à son terme, ce qui dépend notamment de l'engagement de l'État qui a fait un appel à projet en la matière, et donc ce projet a passé toutes les premières étapes et les étapes préliminaires, et on saura au mois de juin prochain, donc assez rapidement, si sans faire de mauvais jeu de mots, le projet prend son envol. Et à ce moment-là, il y aura construction d'un aérogare spécifiquement dédié pour ce projet. Étant entendu que nous avons d'autres idées de développement de bâtiments à vocation économique, mais à vocation économique, toutes tournées vers l'aéronautique. Ce n'est pas une nouvelle zone d'activité économique en plus de toutes celles qui existent. Il s'agit bien de profiter de la présence d'une dizaine d'hectares accessibles à des bâtiments, en lien direct avec la piste et accessible aux avions, en complément, je le rappelle pour mémoire, d'une surface totale pour notre aéroport de 120 hectares. Voilà, j'ai fait peut-être pas répondu complètement à vos questions, j'espère que si, étant entendu que si vous aviez besoin de questions complémentaires, vous pourriez vous adresser au président du SMASEL, qui est aussi président de Saint-Étienne Métropole. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci. Je pense que c'était important de faire un zoom sur l'aéroport, puisqu'actuellement on travaille sur le PLUI et il en fait partie. Donc c'était dans la tendance d'en parler. Alors effectivement, au niveau du PLUI, il en sera certainement fait référence au niveau du schéma de cohérence territoriale en cours de révision, hein. Il en sera aussi, je l'espère, fait référence dans le cadre du CPER, du contrat de plan État-région mobilité, qui lui n'a pas encore été adopté. Il est même loin d'être adopté puisque les négociations sont en peine engagées. Je rappelle que ce contrat plan État-région mobilité va être discuté à l'échelle de la région sous la présidence de la préfète de région, hein, que nous connaissons bien puisque c'est une ancienne préfète de la Loire. Et effectivement, on n'a pas fini d'entendre parler de l'aéroport et je m'en réjouis quelque part parce que j'insiste, contrairement aux apparences, il n'est pas en état d'abandon. Après, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres sérails, hein, donc je peux le dire ici aussi, hein. En tant qu'élu, comme je vous l'ai dit, on a cet outil, ce serait dommage de ne pas le faire fructifier. Maintenant, il faut qu'on le fasse avec sagesse et dans une cohérence avec d'autres structures existantes. Je pense notamment, bien sûr, aux aéroports de Lyon, Saint-Exupéry et de Clermont-Ferrand. Pas de remarques complémentaires. J'espère que le son est revenu. Je sais qu'au niveau de la retransmission en direct, on a eu une importante coupure. J'en suis désolé pour les gens qui nous écoutent. J'espère qu'on leur envoie des messages écrits pour leur expliquer tout ça. Et puis maintenant, je vous rends de nouveau la parole puisque vous aviez formulé une proposition de vœu. Donc je vous invite à en donner lecture. Ça me paraît important et on pourra un peu échanger sur le sujet à l'issue de cette lecture. Donc c'est à propos du sujet d'actualité sur la réforme des retraites. Donc par l'article 49.3, le gouvernement décide de rallonger l'âge de la retraite à 64 ans au lieu de 62 ans. Il décide par ailleurs d'allonger la durée de cotisation à 43 annuités. Pour rappel, le précédent président, M. Nicolas Sarkozy, avait en 2010 relevé l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et celui de la pension sans décote de 65 à 67 ans. Le gouvernement décide de cette loi au simple regard du prisme financier, dont les travailleurs portent l'unique coût sans démontrer que le système des retraites est en danger
et qu'il y a urgence à réformer. Les sondages démontrent aujourd'hui que plus de 80% des Français rejettent cette loi. Par ailleurs, et pour la première fois depuis 2010, les 8 principaux syndicats appellent à poursuivre la mobilisation contre ce projet. À considérer qu'aujourd'hui, les plus de 55 ans sont aujourd'hui les plus impactés par le chômage avec un retour à l'emploi excessivement difficile, cette situation va les amener vers la précarité ou les minima sociaux. Cette réforme va toucher de plein fouet les travailleurs ayant commencé tôt, les salariés peu qualifiés, les femmes ayant eu des enfants, les parcours hachés, les hommes et les femmes exerçant un travail pénible. À considérer que les retraites sont les forces vives du bénévolat et du lien social, qu'ils sont essentiels à notre société pour le bien-être général. La retraite à 64 ans va conduire un départ au-delà de l'espérance de vie en bonne santé et va donc fragiliser cette population désireuse d'aider son prochain. Les priorités pour nos concitoyens sont tout autres en ces moments difficiles. La précarité qui s'installe après le Covid, avec la hausse des carburants, puis la hausse des énergies, puis la hausse des produits alimentaires, puis l'inflation. Considérant l'ensemble de ces raisons, le conseil municipal d'Andrézieux-Bouthéon demande que le gouvernement renonce à sa réforme, qu'il engage de véritables concertations avec l'ensemble des forces vives du pays afin de renforcer notre système de retraite par le biais de mesures de progrès social. Merci, Monsieur Sett. La forme et le fond. Sur la forme, donc j'ai eu l'occasion de vous prévenir là-dessus. Hein. Donc, le règlement intérieur qui s'applique à notre conseil municipal et la jurisprudence en la matière prévoit que les vœux présentés au vote du conseil municipal doivent porter sur des objets d'intérêt local. Donc, que ce soit clair pour tout le monde, nous n'allons pas nous voter et nous prononcer sur ce vœu pour des raisons de pure forme. C'est le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point que je veux évoquer, c'est que lors de la campagne électorale, tous les candidats de toutes les listes, donc vous comme nous, avions insisté sur le caractère non engagé politiquement, non encarté, sans étiquette de nos différentes listes et candidatures. Et je pense que la ville d'Andrézieux-Bouthéon peut se passer dans sa gestion municipale de ce type d'engagement ou de prise de position qui se veulent plus ou moins partisanes, plus ou moins clivantes. Donc, dans le respect de ce principe, il me paraît aussi, encore une fois, difficile d'aller plus loin en la matière. Ceci étant, qui peut être indifférent à ce qui se passe dans notre pays ? Je pense personne. Qui peut être sourd à la colère, à la contestation qui se manifeste, à part peut-être, semble-t-il, une partie de notre gouvernement, et encore, j'ai tendance à penser que sa surdité tend à se fissurer, personne. Je pense que dans l'assistance, nous avons des opinions peut-être diverses par rapport à ça, parce que vous avez essayé de faire un historique de ces réformes de retraite en occultant au moins une étape importante, je pense, hein, c'est la réforme Touraine, hein, qui a été faite sous la gouvernance de M. Hollande, c'est la plus récente. Hein. C'est elle qui a allongé la durée de cotisation jusqu'à 43 ans. Et si ma mémoire ne fait pas défaut, au moins en partie, cette loi a été adoptée sous couvert du 49.3 aussi, au moins en partie. Bon, à l'époque, il y a un syndicat qui soutenait cette démarche. C'est la CFDT, pour ne pas le nommer, bon, c'est notoire, hein, il suffit d'aller sur Google pour le vérifier. Et cet allongement de la durée de cotisation était passé. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui encore, la loi Touraine, elle n'est pas en application, parce que comme ça devait se faire au fil des années, il n'y a encore pas toutes les tranches d'âge qui ont bénéficié ou subi des effets de cette loi. À titre personnel, j'ai du mal à comprendre. Je vous le dis, avec la plus grande sincérité. J'écoute les arguments de tout le monde. Ce qui me dérange, c'est que la plupart du temps,
on devrait parler de la retraite, et on s'aperçoit bien que chacun part de sa retraite. Donc forcément, on ne regarde pas les choses de la même façon. Maintenant, je comprends très bien que les gens aient une appréhension à travailler 2 années supplémentaires. Je le comprends très bien, puisque entre le moment où je suis rentré dans la vie professionnelle et le moment où je suis parti en retraite, je suis parti 2 ans après la date initialement prévue. Et je ne l'ai pas fait avec plaisir. Donc je comprends très bien toutes les réactions, et puis il faut bien le reconnaître, on a sans doute manqué d'explications, manqué de pédagogie. C'est un souci. Je m'en entretiens régulièrement avec les parlementaires quand je les rencontre. Ils ont vécu des épreuves difficiles à l'Assemblée nationale, hein, à tel point que dans une réunion, notre député de circonscription, Jean-Pierre Tête, a présenté ses excuses à l'auditoire sur la désastreuse image qui a été rendue par notre Assemblée nationale. Hein. C'est vrai que c'est catastrophique, parce que si eux ne sont pas capables de débattre sereinement au Parlement, même si au Sénat ça s'est passé dans de meilleures conditions, on va dire, comment voulez-vous qu'on puisse discuter sereinement dans les entreprises, dans la rue, etc. Évidemment, je profite, mais bon, pour dire qu'il n'y a rien qui cautionne les violences et les dégradations auxquelles qu'on a pu constater. Je m'associe à votre démarche d'appeler le gouvernement, mais plus largement d'appeler nos décideurs. Donc mon vœu s'adresse aussi aux parlementaires, hein, et à tous nos responsables politiques. Il faut vraiment rechercher une démarche d'apaisement. Honnêtement, pratiquement et concrètement, qu'on signe, qu'on vote, qu'on transmette un vœu au gouvernement ou pas, ça ne changera pas grand-chose de toute façon à l'affaire. Maintenant, c'est un sujet grave, c'est un sujet important, parce que voilà, il génère des inquiétudes fortes. Maintenant, sans vouloir déprimer l'assistance, je pense qu'à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, l'espérance de vie étant ce qu'elle est, l'évolution de l'espace de vie étant ce qu'elle est, et la loi des nombres étant ce qu'elle est, il va falloir trouver des solutions pour financer autrement nos retraites. Par l'allègement de cotisation, par l'augmentation de la durée du travail, par d'autres modes de financement. Humblement, le petit maire d'André-Boutillon que vous avez devant vous n'a pas la réponse. Mais en tout cas, ça ne doit pas se faire en force. Et ça ne doit pas se faire dans la violence. Donc je rejoins vos préoccupations, je rejoins l'appel à ce qu'on trouve une solution. Donc même si on ne vote pas le vœu, j'espère que vous avez compris que je suis solidaire sur le fond. Mais encore une fois, avec modestie, avec humilité, parce que voilà, il va bien falloir trouver une réponse à une problématique forte qui n'est pas nouvelle. Hein. Si tous les gouvernements, les uns après les autres, et au fil du temps, ont présenté des projets de réforme par rapport à ça, je crois pouvoir annoncer aux jeunes, aux étudiants qui s'inquiètent, et aussi pour leur avenir, qu'ils en verront d'autres. Et je leur le souhaite d'ailleurs. Parce que pour ne pas en voir d'autres, il faudrait que leur espérance de vie diminue. Hein. On ne va pas le souhaiter. Hein. On ne va pas le souhaiter. Voilà ce que je voulais vous répondre. Merci. Non, normalement, il n'y a pas de réaction du public pendant le conseil municipal. Hein. Donc, même si je ne doute pas de votre sincérité, mais voilà, ça a peut-être permis de tester le son. Oui, merci pour la remarque. Voilà, maintenant, chacun a son âme et conscience, a toute liberté de manifester. Le vœu que vous avez rédigé, vous pouvez l'adresser à notre député. Hein. Pourquoi pas? Ça peut être une façon de relayer ce texte. Hein. Il n'y a pas de raison. Même à la limite, on a un député et 4 sénateurs, puisqu'ils ont un territoire globalisé, nos 4 sénateurs. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire à l'oral, hein, donc vous pouvez le faire par écrit, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, voilà, j'espère qu'ils trouveront une solution, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Je veux enlever la parole à personne. Je n'enlève la parole à personne. Eh bien, tant mieux. On arrive à la fin de notre ordre du jour. Je dois rappeler qu'avant de partir, vous devez signer la feuille de présence. Vous rappelez que la prochaine séance du conseil municipal est prévue pour le 15 mai 2023 à 19h comme habituellement.
bien sûr. Je vous remercie pour votre attention, votre participation, votre implication. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et si vous allez manifester, restez à l'écart des bagarres. Ça me paraît plus sage. Bonne soirée à tous. Merci aux auditeurs et aux spectateurs. Au revoir.